Dans cette partie du livre La vie divine de Sri Aurobindo, il est question de la transition vers une nouvelle conscience et d'une nouvelle humanité. L'auteur met en évidence la distinction entre la véritable personne que nous sommes et la personnalité superficielle que nous croyons être. Selon lui, d'une vie à l'autre, la véritable âme met en avant différentes personnalités en fonction des expériences qu'elle souhaite vivre. Les impressions et les empreintes de ces expériences restent dans la conscience, mais les détails de la personnalité s'effacent au fil des vies. Ainsi, dans une nouvelle vie, on peut retrouver des compétences ou des talents naturels, mais ils restent à perfectionner. De même, les relations humaines et les connaissances accumulées s'estompent, ne laissant que des impressions générales dans l'esprit. Ces impressions et cette flexibilité de l'esprit restent dans l'âme. Lorsque l'âme se repose entre les vies, elle absorbe l'impression globale de sa vie passée. Certains éléments essentiels du passé peuvent être conservés, mais d'autres peuvent ne pas être utilisés dans la prochaine incarnation. Lorsqu'elle se prépare pour sa nouvelle vie, l'âme puise dans toutes les impressions des vies passées, mais ne crée pas une réplique exacte de la personnalité précédente. De nouvelles tendances et potentialités peuvent émerger, tandis que certaines expériences inachevées peuvent attendre une meilleure opportunité pour être résolues. Un exemple de ce processus est observable chez les enfants d'aujourd'hui, qui apprennent rapidement à utiliser les appareils technologiques. Ce que les adultes trouvent difficile à maîtriser, les enfants semblent l'acquérir naturellement, montrant ainsi que les capacités de l'esprit à utiliser de tels appareils étaient déjà développées à une époque antérieure de l'histoire humaine. Selon Sri Aurobindo, la rapidité avec laquelle l'humanité a développé le pouvoir de l'intellect au cours des derniers siècles ne peut être expliquée uniquement par l'évolution progressive. Il suggère qu'il y a eu une phase antérieure de développement de l'intelligence, suivie d'une ère intuitive qui était restée incomplète. Ainsi, ce que nous considérons comme le développement moderne de l'intelligence est en réalité le rattrapage d'un stade antérieur d'évolution, où l'intelligence et l'intuition sont maintenant intégrées de manière plus profonde. Ces différentes phases d'évolution de l'esprit influencent la formation de la personnalité dans la vie présente. Les expériences et les tendances de vie antérieures, qu'elles soient dévotionnelles, ascétiques, intellectuelles ou autres, sont comme des empreintes qui sont tirées par l'âme pour former le modèle actuel de la personnalité. Cependant, toutes les expériences passées ne sont pas activement présentes dans cette vie. Les potentialités sont là, mais l'impulsion accélérée de tout le passé n'est pas ostensiblement présente et active. Cela signifie que toutes les expériences passées, elles sont là en tant que potentiel pour façonner l'avenir, mais elles ne sont pas toutes visibles ou utilisées dans la vie présente. Ce texte aborde le concept de l'apparence et de la personnalité, en mettant en évidence l'idée que ce qui est prétentieux mais irréel se situe en face de ce qui est authentique et réel. Il souligne que la personnalité actuelle est le résultat d'une sélection de possibilités qui se sont développées à partir du passé, mais que l'importance réside dans ce qui est développé à partir de celui-ci pour le futur. Il met également en évidence l'importance de la richesse et de la variété des expériences accumulées dans la construction d'une personnalité opulente et harmonieuse, qui prépare à une transition vers une étape supérieure de l'évolution. L'auteur souligne que cette évolution mentale vise à préparer une étape spirituelle plus élevée et que la richesse de la personnalité actuelle est liée à la quantité et à la diversité des formations passées qui peuvent être utilisées. Enfin, l'auteur explique que l'opulence, dans son sens original, est liée à un travail acharné et à une abondance produite, soulignant ainsi le dur labeur et les millions d'années de développement qui ont préparé la personnalité actuelle. L'accent est mis sur la nécessité d'avoir une palette de possibilités et d'expériences riches pour être prêt à franchir la prochaine étape de l'évolution. Selon l'auteur, développer la capacité de surmonter les défis de la vie est essentiel. Il souligne que la satisfaction immédiate des désirs n'a pas de valeur durable, mais que la capacité à surmonter ces désirs conduit à une plus grande joie. Il explique également que la capacité de connaître, de maîtriser, d'agir et d'avoir du caractère sont des résultats essentiels de cette capacité de surmonter. Il encourage les lecteurs à développer ces capacités lorsque des opportunités se présentent. Il souligne également que la capacité de connaître ne se mesure pas seulement par la mémoire, mais par la compréhension profonde de soi-même et du monde. Enfin, il mentionne que ces capacités développées seront emportées par l'âme dans la prochaine vie. Dans ce texte, il est mentionné que la capacité de connaître, de pouvoir agir, de développer un caractère et de répondre de manière variée à l'univers sont des aspects essentiels de la personnalité. Ces aspects sont développés au fil des vies précédentes et sont ensuite harmonisés dans une nouvelle personnalité. Plus ces facettes sont nombreuses et variées, plus elles enrichissent la nouvelle personnalité. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir des compétences artistiques, scientifiques ou d'aventuriers, ce qui ajoute de la richesse à leur personnalité. La réponse à l'univers et aux défis qu'il présente est également un facteur déterminant de la personnalité. Les personnes ayant une capacité à répondre de manière appropriée et harmonieuse aux défis auront une influence significative dans les affaires humaines. En somme, le développement de ces différentes facettes de la personnalité est essentiel pour former une personnalité harmonieuse et enrichie. La personnalité est formée de multiples facettes qui se développent d'une vie à l'autre. Ces facettes peuvent être très spécialisées et se révéler dans différents domaines tels que le mental, le vital et le physique. Par exemple, dans le mental, on peut être scientifique, programmeur ou philosophe. Chacune de ces facettes peut influencer la forme du corps et le caractère des individus.
Lorsque plusieurs de ces personnalités se combinent, elles enrichissent la personnalité globale. Selon les expériences de Sri Aurobindo, certaines âmes peuvent avoir plus de 300 personnalités. Ce processus de développement multiple est un signe d'une phase évoluée de l'individu et indique également une transition potentielle vers une étape au-delà de la phase mentale. Plus les possibilités sont riches, plus le travail effectué pour atteindre cette richesse de personnalité sera important. Cela peut également indiquer la présence d'un être central fort qui harmonise et intègre les différents mouvements de la nature de l'individu. Cette complexité et cette réunion de nombreuses personnalités en une seule peuvent être le signe d'une étape avancée de l'évolution individuelle. Le central being est la composante du soi qui soutient le développement de l'évolution de l'âme. Il guide et soutient le voyage de l'âme vers son évolution, en adaptant sa ligne d'évolution en fonction des besoins de chaque âme. Dans ce texte, il est expliqué que le soi central est la station au-dessus de la tête où la conscience individuelle s'ouvre au cosmos. C'est cette entité qui maintient ensemble toute la personnalité et qui guérit le voyage à travers les vies. Lorsqu'il y a une personnalité riche et multifacette, c'est le soi central qui la maintient stable. L'auteur discute ici d'une étape avancée de l'évolution individuelle où le soi central est fort et travaille non seulement à maintenir tout ensemble, mais aussi à intégrer tous ces éléments pratiquement. L'intégration des différents aspects de la personnalité peut entraîner des défis complexes dans la vie. On doit faire face à des demandes et des influences souvent contradictoires et travailler à les harmoniser et les synthétiser pour être en mesure de les gérer sans problème en tant qu'individu intégré. C'est généralement un signe qu'un processus d'intégration est en cours de développement. L'auteur explique ensuite que la réincarnation ne vise pas à renouveler indéfiniment une personnalité inchangée, mais plutôt à permettre à l'être spirituel de s'épanouir et d'évoluer à travers des expériences différentes. La raison de ce processus de réincarnation est de permettre à l'âme de prendre différentes personnalités pour sa croissance. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre que ce processus ne consiste pas à prolonger la même personnalité, mais plutôt à évoluer et à s'épanouir. Cependant, l'auteur souligne également que notre attachement à la mémoire des vies passées doit disparaître. La valeur de la mémoire des vies passées est remise en question, car ce qui est important pour notre croissance spirituelle dans cette vie n'est pas les détails de nos vies antérieures, mais plutôt notre progression de conscience. En résumé, cet extrait explique que le soi central est l'entité qui maintient notre personnalité ensemble et qui nous guide dans notre voyage à travers les vies. L'intégration des différentes facettes de la personnalité est essentielle pour notre croissance spirituelle. La réincarnation n'est pas destinée à prolonger une personnalité inchangée, mais à permettre à l'âme de se développer et de s'épanouir. La mémoire des vies passées n'a pas d'importance réelle pour notre développement spirituel, car ce qui compte, c'est notre progression de conscience dans cette vie. La croissance de la conscience spirituelle nourrit l'âme. Dans la tradition indienne, la nourriture de l'âme est symbolisée par 3 mots, Satyam, Shivam, Sundaram. Satyam représente la vérité, Shivam symbolise le sacré et le bon, et Sundaram exprime la beauté à tous les niveaux. Cette beauté se manifeste dans les émotions, les pensées et les actions sacrées dédiées à la vérité et à la diffusion de la présence divine. Lorsque l'on examine sa vie actuelle avec cette perspective, on réalise que la plupart de ce que l'on fait aujourd'hui n'aura aucune importance pour la prochaine vie. Seules quelques choses essentielles seront dignes d'être emportées. La plupart de ce que l'on considère comme important n'aura pas d'importance lorsque l'on regardera en arrière. Il est donc nécessaire de revoir et de reprioriser nos actions et nos priorités. Si la réincarnation était gouvernée par un système de récompense et de punition, si le but de la vie était d'apprendre à être bon et moral, alors il serait injuste de priver l'esprit incarné de tout souvenir de ses vies antérieures. Mais en réalité, la réincarnation ne vise pas à se souvenir du passé pour développer sa moralité ou pour obtenir des récompenses et des punitions. Le but de la réincarnation n'est pas de se souvenir du passé, mais de comprendre le sens et le but des récompenses et des punitions, de tirer des leçons de la vertu et du péché. En l'absence de mémoire des vies antérieures, il est difficile pour l'être réincarné de comprendre pourquoi il est récompensé ou puni, de tirer des avantages des leçons de la vertu et du péché. Souvent, la vie semble enseigner une leçon opposée, où les bons souffrent et les méchants prospèrent. Sans mémoire, il est difficile pour l'être réincarné de comprendre que la souffrance des bons est due à leurs méfaits passés et que la prospérité des méchants est due à leurs vertus passées. En somme, la mémoire des vies antérieures n'est pas nécessaire pour développer sa moralité. Si la réincarnation était un système de récompense et de punition, il serait effectivement injuste de ne pas à se souvenir du passé. Mais la réincarnation vise à enseigner que la vertu est la meilleure politique à long terme, et ce même sans mémoire des vies antérieures. Les personnes méchantes semblent bénéficier de leur méchanceté, ce qui pourrait nous amener à penser qu'il vaut mieux être mauvais pour en tirer plus de bénéfices. Cependant, il est important de comprendre que le but de l'évolution n'est pas de devenir bon ou méchant, mais de faire grandir l'âme. L'âme garde en mémoire les leçons apprises à travers ses expériences passées, même si celles-ci n'ont pas nécessairement d'effet visible dans notre vie actuelle. Il est dit que lors de notre mort, nous pourrons regarder en arrière et comprendre pourquoi ces expériences ont eu lieu. Cependant, cette mémoire intermittente ne semble pas aider la plupart d'entre nous à progresser, car nous persistons souvent dans le péché et l'erreur sans montrer de signes tangibles de progression.
Cette mémoire complète de vie passée pourrait en fait devenir un obstacle sérieux dans le développement d'une nouvelle personnalité. Elle pourrait prolonger les anciennes tendances, caractères et préoccupations, limitant ainsi le développement libre de la nouvelle personnalité et sa capacité à vivre de nouvelles expériences. Il est donc préférable de se focaliser sur le développement constant de l'être à travers des expériences cosmiques, en construisant une nouvelle personnalité dans chaque nouvelle naissance. Avoir une mémoire constante du passé serait une chaîne qui nous empêcherait d'avancer et nous maintiendrait attachés aux vieilles habitudes et caractères. Les souvenirs du passé pourraient également influencer notre caractère, nos préoccupations et nos habitudes. Par exemple, si dans une vie antérieure nous étions accoutumés à chercher des défauts minuscules, cela pourrait façonner notre caractère dans cette vie, nous faisant délaisser la joie d'apprécier l'ensemble. De même, une addiction passée pourrait ressurgir avec toute sa force lors d'une nouvelle naissance. Les préoccupations qui nous épanouissaient dans le passé pourraient également constituer un obstacle dans notre nouveau chemin de vie. En résumé, une mémoire claire et détaillée des vies passées ainsi que des haines, rancœurs, attachements et connexions qui en découlent pourraient constituer des entraves à notre développement. Il vaut donc mieux se concentrer sur le développement constant de notre être à travers de nouvelles expériences, en laissant derrière nous les souvenirs du passé. L'auteur explique que certaines personnes se souviennent de vies antérieures, mais que ces souvenirs s'estompent généralement vers l'âge de 3 ou 4 ans. Il soutient que ces souvenirs sont dus au développement de la personnalité superficielle, tandis que la croissance réelle se produit au niveau de la personnalité de l'âme. Il affirme que la personnalité de surface est une combinaison d'habitudes de pensée, de réactions émotionnelles et de instincts PHY, psychiques rigides, tandis que la personnalité de l'âme est constituée de qualités profondes telles que la sensibilité, la créativité et la bonté. L'auteur souligne que la véritable croissance se produit lorsque nous nous connectons à notre véritable personnalité profonde, au-delà des couches superficielles de la personnalité, et permettons à notre âme de se déployer. Le texte parle de la croissance de la nature intérieure de l'âme et de la personnalité de l'âme. Cette croissance se produit par une assimilation dans notre substance d'être. Il explique que cette croissance peut être observée dans des domaines externes tels que l'apprentissage de nouvelles compétences, jouer du piano, améliorer ses capacités intellectuelles, développer son corps, et même si ces connaissances spécifiques peuvent être oubliées avec le temps, l'essence de ce qui a été assimilé reste dans notre être. Par exemple, après avoir étudié l'histoire, on peut ne plus se souvenir des faits précis, mais on garde une compréhension générale du temps, des cycles d'événements et de leur impact. De même, après avoir vécu dans différentes cultures, on acquiert une compréhension profonde de l'humanité qui ne dépend pas de notre mémoire mais qui est ancrée dans notre être. Cela montre comment la croissance se produit au niveau de la personne profonde et essentielle, et comment cela influence notre personnalité et notre nature intérieure. Ce texte parle de l'absorption créative et efficace des expériences passées et de leur impact sur notre personnalité et notre être. L'auteur explique que lorsque nous vivons une expérience intense, il faut du temps pour assimiler et comprendre son impact sur nous. Cette assimilation se fait de manière subconsciente et crée un changement substantiel dans notre conscience. L'absorption créative signifie que ce que nous assimilons crée quelque chose de nouveau en nous, nous transformant en une personne différente. L'absorption efficace signifie que ce que nous assimilons devient efficace dans notre vie quotidienne, changeant notre façon de penser et de réagir aux situations. L'auteur compare cela à la croissance d'un arbre, qui assimile subconsciemment les éléments extérieurs tels que le soleil, la pluie et le vent pour se développer et s'adapter à son environnement. Il conclut en soulignant que notre être profond, notre essence, reste inchangé peu importe les souvenirs conscients que nous pourrions perdre, car c'est ce que nous sommes réellement. Il s'est produit quelque chose dont nous avons été témoins, par exemple au Pendjab, où le froid a mis fin à l'hiver, le temps chaud a commencé prématurément, 2 mois à l'avance. Lorsque les feuilles ont commencé à pousser, soudainement le froid est revenu et les a fait tomber à nouveau. La chaleur est ensuite réapparue et elles ont poussé 3 fois. L'arbre devait sûrement être confus, mais au final il a développé une relation, lorsque la chaleur arrive, je pousse, lorsque le froid arrive, je m'endors. Certains de ces liens sont si profondément ancrés dans notre subconscient que nous ne pouvons pas expliquer comment ils fonctionnent. Par exemple, les coquillages dans la mer s'ouvrent à marée haute et se referment à marée basse, car la nourriture vient à marée haute et ils doivent se protéger à marée basse. Comment savent-ils que l'eau monte ? Nous ne le comprenons pas vraiment, mais il doit y avoir un mécanisme. Si nous prenons ces coquillages et les mettons dans un aquarium en haut d'une montagne, après quelques jours, ils continueront leur cycle de sommeil, s'ouvriront et se fermeront comme s'ils étaient toujours sur la plage. Puis, il y a une sorte d'hésitation, de confusion et après quelques jours, ils se remettent sur un nouveau cycle synchronisé avec les marées de ce nouvel endroit. C'est incroyable, ils se synchronisent avec quelque chose en relation avec la Lune, même si nous ne sommes pas conscients de la position de la Lune. À un niveau subconscient profond, nos énergies individuelles sont connectées à l'ensemble du cosmos. Nous sommes influencés par tous les rythmes du cosmos, y compris les rythmes gigantesques qui s'étendent sur des milliers d'années. Tout cela a une influence sur nous, tout comme le cycle quotidien du Soleil, de la Lune, de Jupiter et des autres planètes. Tout cela agit à un niveau subliminal et subconscient, au point que la forme et l'expression du mouvement de ce coquillage se produisent réellement au sommet d'une montagne, comme s'il y avait un océan là-bas.
Tout cela se produit également dans l'arbre, par l'absorption des éléments terrestres qui contribuent à sa croissance et à sa substance. De la même manière, notre être se développe par assimilation et absorption subconsciente ou intraconsciente de ces résultats. Le mot subconscient est ici utilisé pour parler de l'aspect profond de notre être qui n'est ni mental ni vital, mais essentiellement physique, avec un développement nerveux physique. Chez les animaux, il y a des éléments de développement émotionnel ou mental limités. Chez les êtres humains, nous avons une personnalité mentale complexe et notre être intérieur est également beaucoup plus évolué et éveillé. Mais où a lieu cette assimilation et cette absorption réelle ? Pas dans la personnalité de surface, mais dans le subliminal, dans l'esprit intérieur, l'intérieur vital et le physique. Par exemple, après avoir traversé une période difficile, nous pouvons prendre du recul et constater que nous avons beaucoup grandi grâce à cette épreuve, que nous sommes plus forts, plus matures, plus compétents. Mais où, dans notre personnalité, avons-nous réellement changé en raison de cette expérience ? Ce changement s'est produit à un niveau interne, subliminal. Notre personnalité de surface ne s'en est peut-être pas rendu compte immédiatement, et il nous a fallu un certain temps pour prendre du recul et réaliser que nous avions changé. C'est à un niveau subliminal que se produisent les vraies assimilations, dans ces space intérieur où nous ne sommes pas conscients, mais où nous sommes conscients de nous-mêmes. Ils peuvent même nous aider. Par exemple, quand nous entrons dans une pièce, avant même que notre esprit n'observe les personnes présentes, notre vital intérieur perçoit déjà l'ambiance, il sait si l'atmosphère est tendue ou agréable. Cela est ensuite transmis à la surface de notre conscience pour nous avertir d'être prudents. Il en va de même pour le physique intérieur, dont nous ne sommes pas conscients, mais qui garde des empreintes. Par exemple, pourquoi une cicatrice reste-t-elle, même si tous les tissus sont remplacés tous les 6 ou 7 ans, c'est parce que la mémoire est conservée dans la conscience physique à un niveau interne. Si nous pouvions effacer cette mémoire, la cicatrice disparaîtrait. Ainsi, les véritables assimilations se produisent dans ces couches dont nous ne sommes pas conscients, mais qui sont conscientes de nous. Elles nous aident même, par exemple lorsque nous avons un problème que nous ne savons pas comment résoudre et que nous y réfléchissons, puis nous nous endormons. À notre réveil, nous avons une solution. Que s'est-il passé ? Lorsque nous dormons, notre esprit conscient s'arrête pendant un certain temps, laissant place à notre esprit intérieur. C'est pendant cette période que notre esprit intérieur trouve des solutions à nos préoccupations. Cependant, il y a un décalage entre ces deux niveaux de conscience, et tant que notre esprit conscient est actif, les solutions ne peuvent pas émerger. C'est seulement lorsque nous dormons et que nous nous réveillons frais que ces solutions peuvent se manifester. Si nous pouvons entraîner notre esprit à devenir silencieux consciemment, nous pourrions accéder à ces couches intérieures et y trouver des idées nouvelles. C'est à ce niveau plus profond que les événements passés sont assimilés et que la préparation pour le futur se fait. Par exemple, un enfant peut sembler avoir une certaine tendance à un moment donné, mais à l'adolescence, sa personnalité peut s'avérer totalement différente de ce que nous aurions pu prévoir. Cette transformation se prépare dans les couches profondes de son être. Cependant, il est important de noter que ce processus est régi par une loi de sagesse cosmique qui nous prive de la mémoire des vies passées, cela dans le but évolutif de notre âme. Les souvenirs des vies passées sont stockés au niveau de l'âme et peuvent être réintégrés à un nouveau corps lors de la naissance suivante. C'est à travers différents niveaux de l'âme que ces souvenirs peuvent être retrouvés et utilisés, mais il convient de ne pas leur accorder une importance excessive, car ce qui est pertinent pour nous se trouve déjà dans notre âme. Le processus de dissolution et de réincorporation de ces souvenirs sera expliqué plus en détail dans le paragraphe suivant. Il est également important de comprendre que seuls les souvenirs pertinents seront conservés et accessibles à travers une introspection dans les couches subliminales de notre être. Cela nous permettra de saisir la relation entre la personne et la personnalité, ainsi que la manière dont nous pouvons intégrer les expériences passées dans notre évolution spirituelle. Dans cette vie, notre âme est confrontée à une multitude de possibilités qu'elle travaille à intégrer pour se préparer à la prochaine étape de son évolution. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec ce que nous avons déjà acquis. Si nous sommes capables de créer consciemment un environnement plus vaste et plus riche pour développer ces possibilités, cela sera bénéfique. Si nos efforts sont en accord avec les aspirations de notre âme, tout ce que nous faisons deviendra pertinent pour la grande révolution et sera intégré dans notre prochaine vie. Les activités ou compétences que nous développons seront utiles pendant un certain temps, mais devront être abandonnées lorsque nous abandonnerons notre personnalité pour prendre une nouvelle forme. Il est important de revoir ce qui est vraiment précieux dans notre vie, de le porter davantage d'attention et d'énergie, et d'inclure chaque chose dans le cadre du but de notre vie et des aspirations de notre âme. Lorsque tout dans notre vie est intégré dans le processus d'évolution de notre âme et fait dans un acte de dévotion envers le divin ou pour manifester les possibilités divines en nous et dans le monde, notre vie sera plus complète. Nous aurons une richesse de croissance à intégrer avec tout le travail accompli dans le passé. Cette approche peut être appliquée à la transition vers une nouvelle année ou à tout moment où nous passons à une nouvelle phase de notre vie. Il est important de se concentrer sur la croissance personnelle et de laisser de côté les détails des événements passés qui nous ont contrariés. Chaque année, chaque jour peut être une occasion de commencer une nouvelle vie, de recréer et de réformer nos vies et nos relations. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, chaque nouvel instant est une opportunité d'amour, de bienveillance et de redécouverte de notre véritable nature.
Nous pouvons consciemment choisir de faire cette transition, en utilisant le nouvel an ou notre anniversaire comme point de départ, peu importe le jour, ce qui importe est la symbolique que l'humanité a attachée à ces moments. Nous pouvons méditer sur cette idée d'un nouveau départ et continuer notre cheminement spirituel.